Cerno, une anti-enquête. Épisode 74. Je vais oser le mot, c'était vraiment la vieille maîtresse, hein. Même si je ne sais pas quel âge elle avait. Si on faisait une bêtise, on montrait les doigts et on avait notre coup de règle sur les doigts. Hein. C'est vraiment la maîtresse de la vieille école. Ioana Secarescu a fost asasinată în anul 1984. Ils étaient deux. Oui, ils étaient deux. Ils me faisaient peur. Ils l'ont massacrée. Elle a été tuée ? Elle avait encore son manteau sur elle. En poil de chameau. On avait joué à la fermière. On sait qui c'est derrière. Paulin se jetait sur la victime. C'est ça la vie. L'amour. Les autres étaient les poules et moi chez la fermière. Oh, on ne veut pas voir cela. Cerno, Pour moi c'est de la merde, non ? Ça apaise, c'est pas violent, c'est reposant. Il égrenait ses victimes comme s'il venait d'acheter une baguette. Elles sont toutes mortes d'ailleurs. Toutes. 3, 2, 1. Il me semble qu'elle avait une blouse en Vichy blanc et bleu. On ne l'a jamais vue sans sa blouse. Enfin, moi, je ne me souviens pas de l'avoir vue sans sa blouse. Et donc, c'est cette image que j'ai d'elle. Quand on rentrait en salle de classe le matin, il y avait la leçon de morale. Il y avait, voilà, elle écrivait une phrase au tableau. Et c'était la morale de l'histoire. Je sais pas, moi, je rencontre une personne âgée dans un bus, je me lève pour la laisser m'asseoir. C'était ce genre de phrase que les enfants avaient au cours préparatoire. Hein. Mais voilà, on avait des valeurs. On avait une éducation, on respectait monsieur le curé, on respectait le professeur, voilà, on avait du respect. À notre époque, moi je me rappelle, j'avais des petits copains, le maître il les prenait par l'oreille, il les décollait de terre, hein. C'était pas rien, hein, les instits de l'époque. Hein. Mais voilà, je pense que c'était l'autorité, et je trouve que c'était normal. Moi, je sais que j'ai un très très bon souvenir. C'était une très très bonne maîtresse. Elle pouvait être super gentille avec ses élèves. Elle avait toujours des chocolats quand on surveillait. Ça m'est arrivé de surveiller la classe quand elle s'absentait. Et c'était à moi de donner le chocolat à celle qui avait été la plus sage. Elle était comme ça. C'est-à-dire elle savait récompenser ? Voilà. Une fois, l'école s'est fait cambrioler. Et je me souviens, à travers on avait des portes vitrées dans la cour, hein, et elle comptait ses bons points. Parce qu'on avait des bons points, au bout de tant de bons points, on avait des images. Et elle comptait ses bons points. Elle avait certainement une raison, mais c'est resté dans ma tête, ça. Les bons points, c'était des images ? Alors les bons points, c'était des petits, comme un petit peu plus grands qu'un timbre. Et quand on était sage, on avait des bons points. Au bout de 10 bons points, on avait une image. Et peut-être qu'au bout d'une image, on avait un petit cadeau, je crois. Et ça faisait plaisir. Aujourd'hui, ça paraît un peu étrange parce qu'on est envahi d'images. Il y en a partout. Bah oui. Mais à l'époque, une image, c'était quelque chose de gratifiant. Voilà. Puis je crois que c'était le signe de notre travail, de notre sagesse. Donc voilà, c'était une récompense. Après, taper sur les doigts, je pense qu'il y avait plus d'impression de l'enfant que de mal. Mais elle vous l'a fait à vous ? Ah oui, moi j'étais bavarde, j'étais pas une élève très très sage. Donc, Et vous êtes toujours bavarde ? Là c'est un petit peu difficile, hein, puisqu'on voit plus grand monde, mais oui, je discute pas mal. Parce que vous vivez toute seule ? Oui, je vis seule. Donc vous, Edith, vous êtes née à Aubervilliers, j'imagine ? Je suis née à Saint-Mandé, parce que mon père était pompier. Mais autrement, oui, j'ai tout de suite été à Aubervilliers. Et vous avez eu Ioana Secarescu en quelle classe ? En cours préparatoire. Elle ne CP. faisait que le cours préparatoire. Donc c'est l'institutrice qui apprenait à lire. Voilà, tout à fait. Et franchement, on sortait de sa classe, on savait lire. Vous étiez quel genre de petite fille ? Bavarde, qui se laissait pas faire.
Et ça s'est révélé tout au long de ma vie. Ah bon? Oui, ne pas se laisser faire. Quand il y avait des choses à dire, je le disais. Bon, même si je me retrouvais dans le bureau de la directrice, mais... oui, j'ai toujours été... voilà. Vous aviez du franc-parler? Je ne me laissais pas faire. Quand c'était injuste, c'était injuste. J'étais respectueuse de la maîtresse, mais quand j'avais quelque chose à dire, je le disais. J'avais pas peur. Comment ça se fait que vous soyez comme ça? J'ai été élevée par une mère qui ne se laissait pas faire. Donc je pense que c'est ça, la vie aussi. La vie pas facile. Des parents qui n'ont pas forcément les moyens. Donc tout ça, ça forge le caractère. Parce que vous avez grandi dans une famille plutôt défavorisée, on peut dire? Voilà, c'est ça. Déjà, mes parents étaient divorcés. Ils ont divorcé à 6 ans, donc j'ai été élevée par ma mère qui travaillait toute seule. Donc c'était quand même difficile. Donc vos parents ont divorcé quand vous aviez 6 ans? Voilà, c'est ça. Six ans, c'est aussi l'âge où on entre en CP. Oui. Donc vous êtes arrivé dans cette classe au moment où vos parents divorçaient. Logiquement, oui. Maintenant, je vous souvenez pas? Je ne me souviens pas. Mais oui, très, très probablement, j'ai fait ma rentrée sans mon père. Donc j'imagine que quand votre père est parti, ça a dû être un peu déstabilisant. Je suppose que ça a été déstabilisant. Est-ce que ces cours, ces leçons avec Ioana Secaresco vous rassuraient? Parce que moi, je me souviens de mon CP. J'avais une institutrice, j'en profite pour parler d'elle, qui s'appelait Madame Souya. C'était horrible. Elle me giflait. Elle, pas que moi, mais c'était vraiment quelqu'un de dur, quoi. Et Mademoiselle Secaresco, je pense que, au contraire, c'était une figure parentale. Peut-être. J'ai l'impression que vous étiez un peu ses enfants. Oui, je pense oui. Oui. Parce que bon, il fallait bien qu'elle montre. Je vous ai parlé de la règle, mais voilà, je pense qu'elle avait de la tendresse. Parce que quand elle a su plus tard, parce que ma sœur est décédée, elle avait 15 ans, et elle l'a su plus tard. Et je pense que c'est pour ça qu'elle avait encore la photo, là. Parce que c'est quand même bizarre, de toutes ces années d'école, qu'elle est... Ou alors, elle avait peut-être toutes les photos des années, je ne sais pas. Mais... Parce qu'elle a appris la mort de votre sœur? Oui, elle l'avait appris, oui. Pourquoi elle est morte, votre sœur? Ma sœur, elle a eu une crise d'urémie, donc elle m'a été enlevée, quoi. Comment elle s'appelait? Nadine. C'est important quand même, une sœur. Surtout que, bon, elle avait 15 ans, j'en avais 17. Quand je sortais en cachette, elle me faisait signe si ma mère était rentrée en mettant un rideau comme ça ou pas. C'était votre complice? Voilà, ouais. Mais pas assez longtemps. On se remet jamais. La preuve, c'est que j'en parle souvent et voilà. Donc en fait, vous avez sur votre ordinateur cette photo de Nadine et de Ioana. Voilà. Je lui parle des fois quand je nettoie la photo. Bah oui, c'est... À votre sœur? Oui, bien sûr. Donc voilà, c'était compliqué parce qu'à 17 ans, je me suis retrouvée dans un foyer de jeunes travailleurs et voilà quoi. Donc une mère qui divorce une première fois, qui divorce une deuxième fois, qui était alcoolique, il faut le dire. Donc voilà, je me suis retrouvée... Pourquoi? Parce qu'elle ne pouvait plus vous élever? C'est pas qu'elle ne pouvait plus m'élever, c'est qu'elle m'a mis à la porte. À l'époque, vous savez, même les parents, ils lésignaient pas. T'es pas contente, tu t'en vas. Alors quand vous avez perdu votre sœur, elle vous a mis à la porte? À peu près à cette période, ça l'a un petit peu... Voilà, une mère qui perd son enfant, c'est peut-être aussi déstabilisant. Et sous quel prétexte elle vous a mis à la porte? Elle avait un copain et je supportais pas son copain, voilà. Et elle vous a dit, tu dégages? C'était un peu ça, oui. Ouais. Donc je me suis fait émanciper et je suis partie. Comme je travaillais, j'avais un CDI, justement. Je travaillais à la MGEN, la Mutuelle Générale de l'Éducation Nationale. Donc en CDI, j'avais un petit salaire. Au foyer de jeunes travailleurs, j'avais un petit loyer. Je m'entendais plus avec ma mère, donc ça a été une libération. C'est pour ça que j'ai toujours eu un caractère à pas me laisser faire, finalement. Vous n'ayez pas le choix.
J'avais pas le choix, mais heureusement que j'avais ce caractère, ça m'a aidé. Ça m'a aidé. Et ensuite, vous avez dû vous marier? Oui, j'avais pas tout à fait 20 ans. Puis j'ai eu mon fils l'année d'après. J'ai fait mes enfants très vite. D'accord. Vous vouliez fonder une famille? Tout à fait. Bah oui, finalement, oui, ma famille à moi. Quand est-ce que vous avez appris la mort de Mademoiselle Secaresco? Oh, alors là, je pense que c'est Nadia, par copain d'avant, qui me l'a annoncé. Il y a une dizaine d'années, peut-être, qu'elle me l'a dit. J'entendais parler de toute cette petite grand-mère qui se faisait tuer par cette personne, quoi, Paulin, enfin, je ne me souviens même pas son nom, je ne veux même pas le retenir, mais je ne savais pas qu'elle en faisait partie. Et rien que d'en parler là, j'ai des frissons. C'est pas croyable, quoi. C'est quoi ces frissons? Des frissons, c'est de l'émotion. C'est de l'émotion. Ça m'a peiné. Qu'est-ce que vous savez de ce qui s'est passé? Vous avez cherché à savoir, du coup, ce qui s'était passé? C'est-à-dire, je sais, elle a été torturée, je crois. Il avait pris des bons du trésor, non? Mais les bons du trésor, c'était l'épargne de l'époque, hein, donc voilà. Ça allait bien avec... Alors vous allez me dire si elle avait été mariée, cette... Non. Non, elle n'a jamais été mariée. Oui, c'était vraiment la demoiselle. Qu'est-ce que ça veut dire? À l'époque, on voyait une demoiselle... Une vieille fille. Voilà, tout à fait. Et quand on disait vieille fille, c'était vraiment vieille fille. Parce que tout le monde se mariait à l'époque. Quasiment. Jeune en plus. Ouais. On se mariait jeune. Et elle, pourquoi elle s'est pas mariée? Alors là, peut-être, vous savez, vous avez des maîtresses d'école, ils n'ont pas besoin d'enfants. Pour eux, leur famille, c'est l'école, c'est leurs enfants de classe. On le voit souvent, ça, des personnes qui se disent « je suis très bien seule ». Quand on s'occupe d'enfants, des fois les enfants, ça vous comble et on n'a pas envie d'avoir ses propres enfants, je sais pas. Et l'amour? Ah oui, l'amour, là, j'explique pas. Elle avait peut-être besoin d'amour aussi? Oui, peut-être. Mais elle a peut-être pas trouvé. Maintenant, elle a peut-être eu un amour dont elle a été... qu'elle a eu beaucoup de chagrin, que je sais pas. Peut-être. Et vous? L'amour? Ah L'amour... Vous l'avez connu? Ah oui, avec le père de mes enfants. Oui, je l'ai connu plusieurs fois. Après, quand on a divorcé, donc oui, j'ai connu. Mais il n'y a plus. Vous avez divorcé à quel âge? À 50 ans, au bout de 30 ans de mariage. C'était le début des sites de rencontres. Il est parti pour une autre. Mais après, il faut réapprendre à vivre, hein. Je me suis mis dans le sport, je me suis fait soigner quand même pendant 6 mois. Il fallait que je vide tout ce que j'avais dans le cœur, quoi. Et maintenant, donc vous êtes seule? Maintenant, je suis seule. À la retraite? Oui. Et finalement, des fois, c'est pas plus mal de retrouver sa liberté. Ah bon? Oui. Ouais. Ioana Secaresco, elle a été tuée parce qu'elle était seule. Oui. D'une certaine façon, c'est la solitude qui l'a tuée. Apparemment, oui. Mais elle avait quel âge quand elle est décédée? Elle avait 71 ans. 71 ans, oui. Elle n'a peut-être pas vraiment été heureuse, hein, de se retrouver tout le temps seule comme ça. Même si pendant une 50aine d'années, on est toujours tout seul. Arrivé à un certain moment, on peut faire le bilan de notre vie et puis se dire qu'est-ce qu'on a fait. Moi, je me dis que quand même, une vie toujours tout seul, ça doit pas être... Puis surtout à l'époque. Vous avez quel âge? J'ai 65 ans. J'aurai 66 au mois d'août. Donc vous, quand vous avez divorcé, vous avez tiré une croix sur l'amour? Non. J'ai tout de suite été sur les sites de rencontres. Moi, je me déballonne pas comme ça. Vous laissez pas faire? Non, pas du tout.
Non, dès que je me suis retrouvée toute seule, quand j'étais un peu mieux, ça m'a aidée aussi à discuter sur les sites de rencontres. Donc voilà. J'avais connu que mon mari. Hein. Ah oui? Enfin, non, comme j'étais au foyer de jeunes travailleurs, j'avais connu d'autres personnes, mais je veux dire, pendant 30 ans, j'étais avec mon mari, quoi. J'étais fidèle, quoi. J'avais mes enfants et voilà. Vous ne pensiez pas à d'autres possibilités? Non. C'était ma vie pour moi. Et maintenant? Et maintenant, j'aimerais bien trouver, mais bon, maintenant sur les sites, ils sont moches à nos âges. Ah oui? Ah oui. Oh, j'ai mon estomac qui... Je vais chercher des petits gâteaux. Voilà. Ah super, merci. Des petits gâteaux et un café. Ah ouais, parce que... Ah, j'avais faim. Quand je réfléchis à votre vie, je me dis que vous avez eu une série de ruptures. C'est ce que vous racontez. Oui, bah oui. Mais j'ai démarré par une rupture, quoi, finalement. Donc peut-être que c'était comme ça dans ma tête. Comment ça, vous avez démarré par une rupture? Les parents qui divorcent, quand on est jeune comme ça, c'est... Voilà, déjà, un enfant, c'est, comme vous disiez, même si je m'en suis pas rendu compte, enfin, je m'en souviens plus, c'est quand même un sacré handicap pour la suite. Pourquoi? Psychologiquement, je pense. Peut-être que c'était le début d'une vie comme ça. Une vie sous le signe de la rupture? C'est-à-dire que je crois quand même à la destinée. Je me dis que peut-être, voilà, quand je dis c'était le destin, oui, c'était le destin. Moi, j'y crois, moi, à la destinée. On a une route... Il y a des embûches où il n'y en a pas. Et alors du coup, on a une route. Quand il y a une rupture, ça nous oblige à prendre un autre chemin. Comment vous voyez ça? Non, on continue. On avance. C'est un obstacle, on le saute ou on le contourne. Et puis on continue à avancer son chemin. On a un chemin à suivre. La vie, si elle était trop belle, est-ce qu'elle serait vraiment intéressante? Elle serait fade? Voilà. Parce que quand on contourne ces obstacles, finalement, on est bien, quoi. Les obstacles d'une vie, finalement, ça fait partie de la vie. Il faut les accepter et puis voilà. Vous en avez eu particulièrement beaucoup? Oui, si je compte depuis ma naissance, oui, j'en ai eu beaucoup. Mais bon, voilà, après, je pense que c'est une habitude. Et puis j'ai un caractère fort. À 77 ans, la vieille dame n'avait aucun moyen de se défendre. Est-ce que vous auriez été la même personne si vous n'aviez pas eu Johanna Sekaresco en CP? Vous pouvez me répondre non. Hein. De toute façon, moi je pense que la première maîtresse, elle fait tout le travail. Je pense que c'est elle qui sème la graine. D'accord. Ah oui, moi je le vois comme ça. Elle sème la graine, après l'enfant, il va au tuteur, quoi. C'est une éducation qu'elle nous donne. C'est presque comme un père. C'est un tuteur, voilà, c'est le mot. C'est un tuteur qui vous, quand vous vous éloignez, qui vous redresse par ces fameux petits coups de règle, qui vous remet dans le droit chemin. Oui, vous parlez beaucoup de chemin. La vie, c'est un chemin. De toute façon, oui, c'est un chemin tracé. Mais qui va où? Ça, jusqu'à ce qu'on meure. Et la mort, vous y pensez? La mort tout le temps. C'est ça le pire. Souvent, je vais me lever la nuit, pour aller boire un pourboire ou... C'est marrant, j'y pense. Ça, par contre, ça me fait peur. C'est la seule chose qui me fait peur. Ah. Parce que je suis bien, malgré tout, dans ma vie. J'ai pas envie que ça s'arrête, non? Mais c'est contradictoire parce que j'ai peur de vieillir. Et voilà, ça va avec. Hein. Qu'est-ce qui vous fait peur dans le fait de vieillir? Le physique. On a été des belles personnes et on se fane, c'est normal, c'est la vie, quoi. Et moi, j'ai du mal à me voir... Je me vois pas
à 80 ans, ou même avant, quoi. Je me vois pas. Mais voilà, c'est paradoxal parce que j'ai peur de mourir, mais je veux pas me voir vieillir. Alors, il faut savoir. Oui. Hein? Soit on meurt jeune, soit on vieillit. Ben voilà. Donc je voudrais pas mourir, mais je voudrais rester jeune. Ça, c'est un obstacle, c'est une rupture aussi, la vieillesse? Oui. Psychologiquement, moi, c'est une rupture. Donc vous allez savoir gérer ça, comme vous avez géré toutes vos ruptures. Alors là, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué. Vous pouvez rien contre le vieillissement de l'être humain. Il va se flétrir, vous y pouvez rien. Bon, évidemment, il y a des crèmes, il y a tout ça, mais bon. Puis j'irai pas jusqu'au lifting. J'en suis pas là quand même. Je pense que quand on est seul aussi. Parce que quand on est à deux, on se voit vieillir tous les deux et on pense pas à ces choses-là, je pense. Quand on est seul, on a tout le temps d'y penser. Donc il faut pas vieillir seul? Ouais, je pense qu'il faut pas vieillir seul. Et là, ça fait quand même 16 ans que je suis seule, hein, donc c'est compliqué aussi après. Comment vous vous décrivez sur vos profils de sites de rencontres? Je me décris comme une personne active, qui aimerait trouver quelqu'un qui ait de l'humour, parce que j'aime bien rire. 1m60, corpulence normale, j'ai les yeux verts, je suis blonde méchée, un carré, voilà. Je me trouve, oui, j'ai toujours été jolie, il faut le dire. Mais oui, je pense que, voilà, il y a plus moche. Est-ce que vous pensez que ça passe un jour, l'amour ou tout ça? Non. Et l'amour, à nos âges, est plus fort que l'amour quand on est jeune. Ah bon? Ah ouais. Moi, je suis tombée amoureuse à 60 ans. Et quand ça s'est terminé, j'étais... Je pense que c'est là que j'étais le plus malheureuse. Parce que bon, la rupture avec mon mari, oui, j'étais malheureuse parce qu'il y avait 30 ans. 30 ans, je m'y attendais pas et tout ça. Et je me retrouvais toute seule. Alors que jamais j'avais été toute seule. Mais l'autre personne, ça m'a fait beaucoup plus de mal. J'ai beaucoup plus pleuré. Enfin, peut-être pas plus en quantité, mais c'était beaucoup plus profond. Je pense que l'amour à 60 ans est plus fort. Enfin, plus intense? Voilà, c'est ce que je dirais. En tout cas, en ce qui me concerne. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il est parti? Oui, c'était monsieur, j'ai plusieurs femmes. Ben oui, c'est les aléas des rencontres, ça. Donc en fait, ces ruptures, c'est des choses qu'on vous a imposées, que vous avez subies. Oui, tout à fait. Ah oui, moi j'ai toujours subi. Hein. J'ai toujours subi. Oui, je ne me souviens pas, moi, avoir fait du mal à quelqu'un. Non. Mais bon, je me suis relevée, hein. Est-ce que vous avez continué à penser à Mademoiselle Secaresco ou est-ce que vous l'avez oubliée finalement? Non, je ne l'ai jamais oubliée. Je ne l'oublierai jamais. C'est la plus belle marque qu'un élève peut lui faire. Qu'est-ce qui vous reste d'elle? Le souvenir d'une super maîtresse. En tant que maîtresse. Et puis c'est important quand même, je pense, la première maîtresse pour un enfant. Au revoir. Au revoir, monsieur le journaliste. Bon, bonne journée alors. Merci, vous aussi. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Je rentre à Paris et je vais faire mon sac. Demain matin, je pars faire un long voyage en voiture dans l'est de la France, dans les montagnes du Jura. C'est là que nous mène l'enquête à présent. On va mettre en sommeil pendant quelque temps la piste de Ioana Secaresco pour rencontrer un protagoniste essentiel de cette affaire. Une personne qui a certainement vu son cadavre au 60 boulevard de Clichy, le 5 novembre 1984. À suivre. Merci à Farah et Théo, ainsi qu'à tous les contributeurs au Patreon qui financent ce podcast. Si vous aussi vous souhaitez participer, discuter, écouter des épisodes inédits et autres bonus, rendez-vous sur patreon.com/cerno. patreon.com/cerno.
Et si vous ne pouvez pas, partagez cet épisode sur les réseaux sociaux et mettez des étoiles sur Apple Podcast. Ça m'est toujours très utile. Rendez-vous non pas dans 15 jours, mais dimanche prochain. Et d'ici là... Ne laissez pas traîner vos grands-mères.